Bonjour et bienvenue sur Kansei. Un lancement un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un lancement sportif souhaité par Stéphane Aubé, président fondateur de Green City Immobilier, que nous allons découvrir toute la journée sur des projets inspirants pour une personnalité inspirée. Bonne découverte. Bonjour Steph. Bonjour. Le temps a donné raison en fait à notre rencontre puisque démarrer comme ça par un sportif. Alors tu dis que tu es un grand sportif de petit niveau. Ça, voilà. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le sport il fait partie de ma vie depuis tout petit. Et hélas, j'ai pas été sportif de haut niveau. Donc je suis devenu un grand sportif de petit niveau. Je crois qu'on le verra dans la journée, ce petit clin d'œil au sport de haut niveau. Qui est Stéphane Aubé? Qui est Stéphane Aubé? C'est assez simple comme question. Après le sportif, bien sûr. Je suis un entrepreneur. Alors, je ne suis pas un entrepreneur naturel. Je suis devenu entrepreneur à 40 ans. Moi, j'ai fait 17 ans salarié avant de devenir entrepreneur. Dans une belle entreprise. Dans une belle entreprise, voilà. Moi, je suis ingénieur de formation. J'avais fait l'INSA Toulouse. Et puis, donc, le Monet de Croix m'appelle pour passer un entretien. Et donc, Jean-Claude Decroix me fait passer un entretien. Et on était parti, donc j'arrive à 9h, il arrive vers 9h15 et il me dit viens on va boire un café au Bar Basque. Et donc j'ai passé mon entretien d'embauche au Bar Basque. Il me dit on a besoin de quelqu'un de très vite, donc je lui dis ouais mais moi j'ai un appart à Porté-Puymorens, il faut quand même que je déménage, tout ça. Et ben, il me dit vous déménagez demain, vous commencez jeudi. Et donc j'ai commencé le jeudi matin, j'ai commencé chez Monet de Croix pour lever des réserves sur un très gros chantier. Ma vie professionnelle dans l'immobilier elle a commencé comme ça, donc c'est pas du tout un choix. J'imaginais pas que j'irais réparer des lavabos qui fuyaient et faire des reprises sur de la gouttelette, alors que moi j'avais fait des études pour faire des grands chantiers. Et dans les années 90, en fait, Robert Monet s'est occupé de développer la commercialisation et Jean-Claude Decroix s'occupait plus du développement. Voilà. Et puis en fait, il y a eu une divergence de vue en 97 à peu près. En fait, Robert Monet avait monté une machine pour vendre des appartements. Et donc lui, il avait des ambitions de développement national. Et Jean-Claude Decroix, à l'époque, n'avait pas trop envie de se retrouver avec une boîte avec 500 salariés. Donc ils se sont séparés. Robert Monet a racheté toutes les parts de Jean-Claude Decroix, en 98. Et là, c'est là qu'on a commencé à se développer au niveau d'un point de vue géographique et en volume d'opération. Mais en même temps, on a passé des super moments. Et puis moi, ça a été un formateur exceptionnel pour moi. Voilà. Il m'a vraiment donné des méthodes de travail. Il m'a appris à être aussi, parce que moi, je ne suis pas du tout un vendeur. Et lui, c'était un super vendeur. Voilà. Donc il m'a appris ce côté commercial que je n'ai pas naturellement. Côté un peu ingénieur, un peu brutal. Et donc, voilà, donc c'est vrai que je lui dois beaucoup. Donc pourquoi ce nom, Green City Immobilier? Pourquoi tu as décidé de l'appeler comme ça? Parce que c'était déjà, comme tu le disais tout à l'heure, c'était souvent les noms des promoteurs qu'on mettait en face du nom d'une entreprise. Et toi, tu as changé. Voilà, parce que, en fait, j'ai mis ce nom parce que ça correspondait à la plus-value que j'avais de mon expérience professionnelle passée. Et puis, et le nom, on l'a trouvé avec ma femme autour d'une bouteille de vin. Voilà, donc ça ne m'a pas coûté très cher en agence de com. Et puis on a rajouté immobilier parce que Green City, ça parle à personne. Si tu dis immobilier, tu peux penser que peut-être ça vend des appartements. Voilà. Et c'est vrai que bon, c'était un nom plutôt prémonitoire, puisque finalement, en effet, aujourd'hui, c'est au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, on parle de développement durable, on parle d'empreinte carbone. Au début, je pensais plus économie d'énergie pour être assez basique, même si aujourd'hui le problème de l'eau est aussi important que l'économie d'énergie. En tout cas, aujourd'hui, c'est le vrai sujet. On va avoir certainement l'occasion dans la journée de faire des découvertes de chantiers terminés ou en cours que tu as sélectionnés pour justement comprendre toute cette démarche de l'entreprise, aussi bien au niveau énergétique, mais architectural et puis aussi le travail des équipes. Voilà. On continue le petit déjeuner et après on y va.
Stéphane, nous voilà rendus donc dans la première destination chantier, hein, puisque tu as choisi un chantier en cours dans le secteur de Cornebarieux. Combien de logements ici? Donc là, on a environ 90 logements. On est sur quelle philosophie là? Ça démarre comment un projet comme ça? Alors ce projet, on est sur la ZAC de Monge, le quartier de Monge, donc un quartier développé par Opidea, l'aménageur de Toulouse. Donc on avait répondu à un concours. Donc moi j'avais choisi un architecte qui est Clément Vergelli, un architecte lyonnais. Et ce projet, tel qu'il est réalisé, ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait gagné en fait. Et c'était le moment où je me disais il faut qu'on fasse des expériences avec des nouveaux matériaux, parce que tant que je n'aurai pas construit un immeuble avec ces nouveaux matériaux, d'abord je ne vais pas savoir ce que ça coûte. Je ne vais pas savoir quelles sont les problématiques pour mettre en œuvre ces matériaux. Et donc après avoir gagné le concours, j'ai dit à l'archi, on va garder la philosophie du projet, mais on va tout changer. Parce que je voudrais qu'on en fasse un bâtiment un peu exemplaire et que ce soit un petit peu la recherche et développement de Green City Immobilier dans la construction avec des nouveaux matériaux. Le matériau qui était prévu, c'était de la brique. Donc là, quelle est ton analyse de ce matériau-là? Alors, ce matériau, qui est un très bon matériau, mais qui est un matériau local, mais qui est un matériau très carboné. Et il y a un deuxième matériau à Toulouse qui est, lui, toujours en terre, mais qui est complètement décarboné, c'est la terre crue. Ça n'a que des avantages, ce matériau, ou ça en a... Alors, la terre crue, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Quels? Alors, premier inconvénient, c'est que c'est un matériau qui n'a pas des capacités de portance très importantes. Hein, donc là, par exemple, on a fait sur cet ensemble les maisons et le bâtiment intermédiaire qui sont en R+1. Sauf que pour ça, tu sais que quand on construit, on a des besoins de bureau de contrôle, on a besoin d'assurance, on a besoin de tout un tas de certifications. Et la brique de terre crue, elle n'était pas certifiée. Donc on a été obligé de faire ce qu'on appelle un ATEX, un avis technique expérimental de type A, sur ce chantier. Donc on a travaillé avec l'industriel. Donc ça, c'était pour la partie maison et intermédiaire. Et ensuite sur l'immeuble, donc l'idée pareil, c'était de décarboner la construction. Et donc on s'est dit, donc la première chose, on s'est dit, on va le faire en bois. Mais il a un défaut, c'est sur la thermique d'été. Et aujourd'hui, dans nos régions, on sait que le sujet de la thermique d'été, c'est-à-dire de la chaleur qu'on va avoir en été, c'est un vrai sujet dans les appartements. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive quand même à avoir un confort d'été dans ces appartements. Et pour avoir du confort d'été, il faut de l'inertie. L'inertie, il faut de la masse. Il faut quelque chose qui soit lourd. Donc on s'est dit, on va garder les planchers en béton. Donc les planchers, ils sont lourds, ils sont en béton. Donc ils donnent une inertie au bâtiment et ils vont donner justement ce caractère de confort d'été au bâtiment. Et par contre, toute la structure porteuse, elle va être en bois. Donc en fait, l'originalité, et un peu c'est une première en France en tout cas, c'est que c'est le bois qui porte le béton. Juste parce que tout le monde se pose la question et je voudrais la poser ici. En général, tout ça, c'est construit, c'est fini. C'est déjà tout prévendu ou il y a encore des choses qui ne sont pas vendues dans ce genre de programme? Sur ce programme, il doit me rester 7-8 logements à vendre. Allez Steph, on continue, merci. Ouais. Hein, j'aimerais qu'on reste encore plus, mais tu as tellement de choses à nous montrer dans cette journée que... Ok. Donc Stéphane, pour rebondir sur notre matinée, petit moment de pause conviviale dans les locaux du siège social. Nous sommes à Compense Scafarelli, là où tu as trouvé tes premiers locaux, c'est ça? Tout à fait. Et nous, on a loué nos premiers bureaux ici, dans cet immeuble. On a loué un plateau de 300 mètres carrés, où je me suis retrouvé au début tout seul avec mon assistante Ingrid, qui est devenue ma DAF après. À 200-300 mètres carrés, ça va? On avait plein d'étagères. Tu verras comment c'est fait les bureaux là-haut. On avait d'étagères partout. Tout était vide. Et alors, comme j'aime pas les portes de placard, en plus c'est des étagères sans porte. Et donc il y avait des étagères partout parce qu'on s'est dit un jour, on avait de l'ambition, on s'est dit un jour on remplira les étagères de classeurs. Et tu vas voir qu'aujourd'hui les étagères sont remplies de classeurs. Voilà. Et par contre, la vente, c'est pas trop mon truc. Donc j'avais vraiment besoin d'un très bon commerçant pour réussir à vendre ce qu'on allait produire.
Et donc avec Loïc, on s'était rencontrés chez Monet de Croix. Alors lui, il était directeur commercial de l'ouest de la France. Il était à Nantes. Après avoir créé la société au mois de mars, fin mars, début avril, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai besoin, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire les ventes. Est-ce que ça te dit de partir dans l'aventure? Voilà. Après, voilà, c'est toujours un choix. Mais j'avais besoin d'un nouveau challenge. J'étais aussi en pleine mutation familiale, on va dire ça comme ça. Et puis le challenge m'a plu. C'est vrai que, comme l'a dit Stéphane, on se connaissait sans se connaître. Mais on avait déjà vécu, on savait qu'on avait des connivences ensemble. Donc j'ai rempli ce challenge. Et puis finalement ça s'est plutôt très très bien passé, quoi. Justement, voilà. Ce matin, Steph, tu disais que la bonne histoire et la bonne aventure, c'est de faire cohabiter le bon ingénieur avec le bon architecte. Et Jeff, toi, tu es architecte qui travaille avec Stéphane depuis quelques années. Depuis 1993. Donc avant la création de Green. Stéphane ne levait les réserves au Carl Wilson, c'est là qu'on s'est connus. Robert Monet me dit, j'ai embauché un jeune, il sort de l'INSEE, ça n'a pas l'air mal, il faut que tu t'en occupes. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec quel regard, tout de suite, tu t'es dit quoi sur Steph? Le projet, tout de suite, ça a matché tout de suite, parce qu'il comprenait ce que je disais. Si tu veux, c'était... Non, mais c'était pas évident à l'époque, hein, parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui venaient juste être marchands de biens, et comprenaient juste refaire les parties communes, ils savaient pas ce que c'était de faire du neuf. Donc c'était encore nouveau le métier. Hein. Ici, on est dans le siège social, donc on voit un lieu très accueillant, des œuvres d'art. Ici, c'est la salle spécifique où les clients sont choisis pour venir choisir les matériaux, c'est ça? Oui, c'est notre showroom. Et quand on a fait ce showroom, on voulait quelque chose d'un peu différent de showroom classique de promoteur, où ça fait plus magasin de carrelage qu'endroit de vie, quoi. Voilà. Non, et donc cet endroit, je trouve qu'il est assez chaleureux. Donc ça nous sert en effet de showroom pour recevoir les clients, pour leur faire choisir les matériaux, parce qu'il y a quand même des matériaux à choisir, même si on ne les voit pas trop. Et puis ça sert aussi de salle de réunion. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça ne fait pas showroom de promoteur. Voilà, je trouve que c'est ça qui est plutôt réussi dans cet endroit, quoi. Voilà, donc Stéphane, Loïc et mon ami Jeff, je vous propose un bon déjeuner. On continue ensemble pour une bonne petite partie de l'après-midi pour découvrir d'autres projets. Bon appétit. Bon appétit. Donc là, c'est du tout autre chose. Là, on est plutôt dans une... Donc là, déjà, on est sur une résidence finie. Voilà. Donc c'est une résidence, le Smart Green. Donc on est dans le quartier Pas de Doigt. Donc on est centre de Toulouse. Et c'est une résidence assez importante puisqu'il y a 170 logements. Alors avec deux types de logements ici, puisqu'on a une partie en résidence senior qui est sur un autre bâtiment à l'entrée quand on est arrivé. Et ici, on est sur une partie logement familial. Du T2 au T4, voilà. Et ici, on est dans un appartement T4. Témoin, voilà. En effet, les clients sur des grands appartements comme ça, ils ont un peu besoin de se projeter et de voir comment ça va être en vrai. Et tu vois ici, on est au dernier étage de la résidence et on a une hauteur sous plafond importante parce que la grande hauteur sous plafond, c'est quand même le luxe. On ne peut pas toujours le faire, parce que les règles d'urbanisme nous contraignent un peu à rester sur des hauteurs plus faibles. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une façon d'exploiter les derniers étages qui évolue ces 10 dernières années? Tout à fait. Eh bien, écoute, on va aller voir dehors. Donc là, on a un premier balcon donc, qui est au niveau de l'appartement, puisque ici, on est sur un appartement simplex, c'est-à-dire l'appartement est de plein pied. Et c'est vrai que de plus en plus, on essaye d'exploiter les toits pour autre chose que des services techniques. Voilà. Et donc, on a choisi sur cette opération que tous les toits de l'immeuble soient exploités soit pour des terrasses privatives et des jardins privatifs, soit pour un jardin partagé. Je te propose qu'on monte. Je t'en prie, avec plaisir. Donc tu vois ici, c'est la deuxième terrasse, deuxième espace. Et donc le choix sur cette opération, c'était de vraiment occuper les toits. Sauf que sur les toits, en général, il y a plein d'éléments techniques.
Donc il a fallu supprimer tous ces éléments techniques sur les terrasses et notamment la VMC. Donc on a fait une VMC inversée. En fait, la VMC elle est au sous-sol, ce qui a permis de entièrement libérer les terrasses et de ne pas avoir des tuyaux partout et de pouvoir les exploiter en habitable. Donc il y a vraiment 3 espaces extérieurs indépendants et qui donnent une vraie qualité d'usage à ces logements et ce qui est assez exceptionnel à l'intérieur de Toulouse. On parlait de matériaux ce matin, donc là on retrouve la brique toulousaine. Oui, alors moi je suis pour la régionalité de l'architecture. Et la brique, c'est le matériau par essence toulousain. Et donc, alors bon, ça c'est ma volonté, mais après c'est une discussion avec l'archi. Et je trouve qu'ici, la brique a vraiment été super bien traitée, avec différentes teintes de briques, différents appareillages, qui font qu'on a une vraie qualité architecturale et je pense que c'est vraiment une belle réussite cette opération. On va en parler avec lui, il est là. Voilà, ouais, tout à fait. Donc toi Pierre-Louis, je crois qu'on a parlé tout à l'heure de Jeff et donc visiblement la relation entre le promoteur et l'architecte est fondamentale pour mieux créer les projets. Toi tu bosses avec Green City depuis pas mal d'années aussi. En tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à travailler avec Stéphane, je pense que c'est le meilleur de sa profession aujourd'hui. Je le dis d'autant plus facilement que je le dis à tous ses confrères. C'est bien d'avoir un repère. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas moins, mais enfin c'est la réalité des choses. Moi je vais te dire, j'ai appris l'architecture beaucoup avec Pierre-Louis, parce que je me suis fait aussi ma culture sur l'architecture, alors avec tous les architectes avec qui j'ai bossé. Mais comme avec Pierre-Louis, on bosse beaucoup ensemble, et que moi j'essaye de m'investir vraiment sur la conception des projets, et de comprendre. De comprendre pourquoi un archi me propose tel ou tel truc. Des fois, je ne vais pas être d'accord au début. Et puis s'il me l'explique, et puis si je trouve qu'il a raison, voilà, je le laisse faire parce que c'est lui l'homme de l'art quand même. Voilà. Non, parce que ce qui est le plus grave, c'est quand les promoteurs commencent à faire de l'architecture eux-mêmes. Là, ça devient compliqué. Voilà. Donc, ça, ils ne peuvent pas toucher un plan chez nous. Bon, mais j'arrive quand même à toucher les plans. Si, lui, il dessine ses cellules parce que c'est vrai qu'il connaît bien ses plans, et même mieux que l'architecte, parce que c'est vraiment son truc. Il se projette vraiment dans l'habitabilité, la façon dont ses clients vont vivre. Et je pense que ça, c'est une ressource. Ouais. Bien, je pense que ce programme, du coup, reflète bien aussi la relation que vous avez et aussi la construction à deux. Ou à plusieurs même pour faire un projet comme ça. Oui, non, attends, et moi on parle de moi, mais c'est Aurélie Guinel qui est chef de projet et associé à l'agence, qui a porté le projet. Non, c'est important, tu sais, moi je pense que c'est pas... je pense qu'il y a une école de pensée, un vocabulaire commun, et puis après, c'est une boîte à outils où on va tous puiser le bon outil qui va bien pour répondre à la question. Bien, messieurs, merci. Donc, avec plaisir. On va continuer ? Ouais. Allez. Nouveau contexte, là, on est sur les bâtiments plus bas. Ouais. Moins de 42 logements. Ouais, 35 logements à peu près. Et là, tu dis ça, c'est le cœur, en fait, de Green City. Oui, parce qu'en fait, la plupart des projets qu'on fait, c'est du renouvellement urbain. Et donc, quand les fonciers sont plus petits, en général, on fait de plus petites opérations. Voilà, donc c'est des opérations un peu cousu main. Et sur ce terrain, la particularité de ce terrain, c'était qu'il y avait des très beaux sujets, de très beaux arbres, et qu'on a souhaité conserver dans la conception du plan masse de l'opération. Et on le voit là, tu vois, on arrive entre ces deux bâtiments. Donc il y a un magnifique cèdre qui surplombe le jardin potager partagé. Alors pour enchaîner sur l'autre rendez-vous qu'on s'est fixé, Green City s'engage aussi sur les partenariats. Ouais. Tu nous as montré que le sport c'était un sujet qui t'intéressait. Tout à fait. Et donc du coup là tu nous amènes vers le Stade Toulousain. Tout à fait. Donc là c'est la surprise. Tu nous as réservé une petite surprise là-bas? Oui, on a quelqu'un qui nous accueille là-bas. Voilà. On a quelqu'un qui nous accueille, qui est 5 fois champion de France, qui est champion d'Europe, capitaine du Stade Toulousain. Voilà. Ça c'est cool. Voilà. C'est cool. Donc let's go, on y va? Allez, on y va. Allez, à tout de suite. C'est
séquence émotion, hein, puisque pour nous les Toulousains ici c'est l'espace sacré. Voilà, surtout en présence d'un grand sportif que je vais te laisser présenter quand même parce que hein, tu as souhaité qu'il soit là ce soir. Voilà, donc, tout à fait, oui. Parce que Franck, on s'est rencontrés il y a 7-8 ans. Ouais, voilà. Quand j'ai commencé un tout petit partenariat avec le Stade Toulousain, parce que moi je suis un ancien joueur de hand, mais finalement je préfère le rugby au hand. Et puis le Stade Toulousain, c'est quand même le Real Madrid, c'est le meilleur club du monde. En toute objectivité. Voilà. Et voilà, donc j'ai commencé mon partenariat il y a quelques années, parce que c'est vrai que moi je suis, comme je t'ai dit ce matin, voilà, moi, vraiment le sport, ça a commencé tôt dans ma vie, aussi bien ma vie professionnelle que ma vie personnelle. Et voilà, donc accompagner des clubs de sport et le Stade Toulousain en particulier, d'abord c'était pour moi une fierté, et puis je trouve que ça draine des valeurs hyper intéressantes. Il y a une vraie convivialité dans ce club, avec un vrai amour des gens. Franck, merci de participer à ce reportage. Donc, le point commun que vous avez tous les deux, c'est que vous êtes des sportifs de haut niveau. Non. Hein, puisque toi, tu es encore un sportif de haut niveau et toi, tu l'es plus, c'est ça? Ouais, moi, je suis plus, ça fait longtemps. Mais j'essaie de m'entretenir un peu. Mais, je te vois dans la salle. Mais non, mais une relation amicale s'est créée. Stéphane, il est sportif, compétiteur, rigoureux. Et généralement, il fait ce qu'il dit. Voilà. Et il est devenu, donc c'est un passionné de sport en général, mais il est devenu passionné de rugby et du Stade Toulousain parce que Toulouse est devenue sa ville. Il est même un peu plus que partenaire, puisqu'il est un peu actionnaire du club aussi. Et il nous accompagne par sa présence dans toutes les aventures qu'on vit. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt haut. Il y a 4-5 ans, c'était plutôt bas, mais il était déjà là. Voilà. Donc, c'est des soutiens précieux dans notre environnement économique et je dirais même amical autour du club, parce que, comme il le disait tout à l'heure, le Stade Toulousain a besoin de se vendre pour exister, pour vivre, mais il a aussi besoin de conseils, de coups de main sur l'épaule, d'encouragement, et il fait partie de ces gens-là. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, toi, ce temple-là? Ce temple fait de pelouse et de spectateurs et de professionnalisation? Alors moi, ça m'inspire beaucoup de plaisir, parce que c'est vrai ça fait 6-7 ans que je viens quasiment à tous les matchs. Et j'y viens parce que j'y prends du plaisir et parce qu'il y a le match en effet. Alors j'aime bien voir un beau spectacle, mais il y a tout l'après-match et toutes ces rencontres que je fais avec tout cet environnement sportif, un petit peu à faire, mais honnêtement moi, l'objectif quand je viens ici, c'est pour prendre du plaisir, pour voir des amis et pour échanger avec des amis. Et en général, on est des très bons clients pour la bodega d'après-match. Et donc, en général, ça nous arrive parfois de faire la fermeture avec Franck. La journée se termine, c'est resté simple. Et puis en plus, finir par un grand champion, ça fait toujours plaisir, chaud au cœur. Voilà. Donc vraiment, je te remercie et j'espère que tous les gens de Kansai découvriront le personnage que tu es réellement. Et bravo à toi et bravo à toute l'équipe qui nous a entourés toute la journée. Merci à toi.